Salut les amis, c'est Papy. Je vais reprendre la lecture de l'Anarchie, discours de l'Élysée Reclus. Donc je reprends, la vidéo d'avant, vous remettez derrière. Vous connaissez notre idéal. Maintenant, la première question qui se pose ici est celle-ci. Cet idéal est-il vraiment noble et mérite-t-il le sacrifice des hommes dévoués, les risques terribles que toutes les révolutions entraînent après elles? La morale anarchiste est-elle pure? Et dans la société libertaire, si elle se constitue, l'homme sera-t-il meilleur que dans une société reposant sur la crainte du pouvoir ou des lois? Je réponds en toute assurance, et j'espère que bientôt vous répondrez avec moi, oui, la morale anarchiste est celle qui correspond le mieux à la conception moderne de la justice et de la bonté. Le fondement de l'ancienne morale, vous le savez, n'était autre que l'effroi, le tremblement, comme dit la Bible, et comme maints préceptes vous l'ont appris dans votre jeune temps. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tel fut naguère le point de départ de toute éducation. La société dans son ensemble reposait sur la terreur. Les hommes n'étaient pas des citoyens, mais des sujets ou des ouailles. Les épouses étaient des servantes, les enfants des esclaves, sur lesquels les parents avaient un reste de l'ancien droit de vie et de mort. Partout, dans toutes les relations sociales, se montraient les rapports de supériorité et de subordination. Enfin, de nos jours encore, le principe même de l'État et de tous les États partiels qui le constituent est la hiérarchie ou l'archie sainte, l'autorité sacrée. C'est le vrai sens du mot. Et cette domination sacro-sainte comporte toute une succession de classes superposées dont les plus hautes ont toutes le droit de commander et les inférieures toutes le devoir d'obéir. La morale officielle consiste à s'incliner devant le supérieur, à se redresser fièrement devant le subordonné. Chaque homme doit avoir deux visages, comme Janus, deux sourires, l'un flatteur, empressé, parfois servile, l'autre superbe et d'une noble condescendance. Le principe d'autorité, c'est ainsi que cette chose-là se nomme, exige que le supérieur n'ait jamais l'air d'avoir tort, et que, dans tout échange de paroles, il ait le dernier mot. Mais surtout, il faut que ces ordres soient observés. Cela signifie tout. Plus besoin de raisonnement, d'explication, d'hésitation, de débat, de scrupule. Les affaires marchent alors toutes seules, mal ou bien. Et quand un maître n'est pas là pour commander, n'a-t-on pas des formules toutes faites, des ordres, décrets ou lois, édictés ainsi par des maîtres absolus ou par des législateurs à plusieurs degrés? Ces formules remplacent les ordres immédiats et on les observe sans avoir à chercher si elles sont conformes à la voie intérieure de la conscience. Entre égaux, l'œuvre est plus difficile, mais elle est plus haute. Il faut chercher âprement la vérité, trouver le devoir personnel, apprendre à se connaître soi-même, faire continuellement sa propre éducation, se conduire en respectant les droits et les intérêts des camarades, alors seulement on devient un être réellement moral, on est au sentiment de la responsabilité. La morale n'est pas un ordre auquel on se soumet, une parole que l'on répète, une chose purement extérieure à l'individu. Elle devient une partie de l'être, un produit même de la vie. C'est ainsi que nous comprenons la morale, nous, anarchistes. N'avons-nous pas le droit de la comparer avec satisfaction à celle que nous avons léguée, que nous ont léguée les ancêtres? Pardon. Du coup de pinard, ça ira mieux. N'avons-nous pas le droit de la comparer avec satisfaction à celle que nous ont léguée les ancêtres? Peut-être me donnerez-vous raison, mais encore ici, plusieurs d'entre vous prononceront le mot de chimère. Heureux déjà que vous y voyiez, du moins une noble chimère, je vais plus loin, et j'affirme que notre idéal, notre conception de la morale est tout à fait dans la logique de l'histoire, amenée naturellement par l'évolution de l'humanité. Poursuivi jadis par la terreur de l'inconnu, ainsi
ainsi bien que par le sentiment de leur impuissance dans la recherche des causes, les hommes avaient créé par l'intensité de leur désir une ou plusieurs divinités secourables qui représentaient à la fois leur idéal informe et le point d'appui de tout ce monde mystérieux, visible et invisible des choses environnantes. Ces fantômes de l'imagination, revêtus de la toute-puissance, devinrent ainsi aux yeux des hommes le principe de toute justice et de toute autorité. Maîtres du ciel, ils eurent naturellement leurs interprètes sur la terre, magiciens, conseillers, chefs de guerre, devant lesquels on apprit à se prosterner comme devant les représentants d'en haut. Cette logique, mais l'homme dure, c'était logique, mais l'homme dure plus que ses œuvres, et ces dieux qu'il créa n'ont cessé de changer comme des ombres projetées sur l'infini. Visibles d'abord, animés de passions humaines, violents et redoutables, ils reculèrent peu à peu dans une immense lointaine. Ils finirent par devenir des abstractions, des idées sublimes auxquelles on ne donnait même plus de nom, puis ils arrivèrent à se confondre avec les lois naturelles du monde. Ils rentrèrent dans cet univers qu'ils étaient censés avoir fait jaillir du néant. Et maintenant l'homme se retrouve seul sur la terre, au-dessus de laquelle il avait dressé l'image colossale de Dieu. Toute la conception des choses change donc en même temps. Si Dieu s'évanouit, ceux qui tiraient de lui leur titre à l'obéissance voient ainsi se ternir leur éclat emprunté. Eux aussi doivent rentrer graduellement dans les rangs, s'accommoder de leur mieux à l'état des choses. On ne trouverait plus aujourd'hui de Tamerlan qui commandât à ses 40 courtisans de se jeter du haut d'une tour, sûr que qu'en un clin d'œil, ils verraient des créneaux, leurs 40 cadavres sanglants et brisés. La liberté de penser a fait de tous les hommes des anarchistes sans le savoir. Qui ne se réserve maintenant un petit coin de cerveau pour réfléchir ? Or, c'est là précisément le crime des crimes, le péché par excellence, symbolisé par le fruit de l'arbre qui révéla aux hommes la connaissance du bien et du mal, de la haine, de la science qui professa toujours l'Église. De là cette fureur que Napoléon, un Tamerlan moderne, eut toujours pour les idéologues. Mais les idéologues sont venus. Ils ont soufflé sur les illusions d'autrefois comme sur une buée, recommençant à nouveau tout le travail scientifique par l'observation et l'expérience. Un d'eux, même nihiliste, avait, avant nos âges, anarchiste, s'il en fut, du moins en parole, débuta par faire table rase de tout ce qu'il avait appris. Il n'est maintenant guère de savoir, guère de littérature, qui ne professe d'être lui-même son propre maître et modèle, le penseur original de sa pensée, le moraliste de sa morale. Si tu veux surgir, surgis de toi-même, disait Goethe. Et les artistes ne cherchent-ils pas à rendre la nature telle qu'ils la voient, telle qu'ils la sentent et la comprennent ? C'est là, d'ordinaire, il est vrai, ce qu'on pourrait appeler une anarchie aristocratique, ne revendiquant la liberté que pour le peuple choisi des musagettes. Alors, les musagettes, ce sont les bergers des muses, sur le mont, sur le mont Parnasse. Voilà, j'ai pris quelques notes. Sur le mont Parnasse, le mont des muses, il y a les musagettes qui sont les chiens de berger des muses. Voilà. Donc, le peuple choisit des musagettes, donc des guides, que pour les gravisseurs du Parnasse. Chacun d'eux veut penser librement, chercher à son degré son idéal dans l'infini, mais tout en disant qu'il faut une religion pour le peuple. Il veut vivre en homme indépendant, mais l'obéissance est faite pour les femmes. Il veut créer des œuvres originales, mais la foule d'en bas doit rester asservie comme une machine à l'ignoble fonctionnement de la division du travail. Toutefois, ces aristocrates du goût et de la pensée n'ont plus la force de fermer la grande écluse par laquelle se déverse le flot. Si la science, la littérature et l'art sont devenus anarchistes, si tout progrès, toute nouvelle forme de la beauté sont dues à l'épanouissement de la pensée libre,
Cette pensée travaille aussi dans les profondeurs de la société, et maintenant, il n'est plus possible de la contenir. Il est trop tard pour arrêter le déluge. Gilets jaunes. La diminution du respect n'est-elle pas le phénomène par excellence de la société contemporaine? J'ai vu jadis en Angleterre des foules se ruer par milliers pour contempler l'équipage vide d'un grand seigneur. Je ne le ferai plus maintenant. En Inde, les parias s'arrêtaient dévotement aux 115 pas réglementaires qui les séparaient de l'orgueilleux brahman. Depuis que l'on se presse dans les gares, il n'y a plus entre eux que la paroi des clôtures d'une salle d'attente. Les exemples de bassesse, de réputation vile ne manquent pas dans le monde, mais pourtant il y a progrès dans le sens de l'égalité. Avant de témoigner son respect, on se demande quelquefois si l'homme ou l'institution sont vraiment respectables. On étudie la valeur des individus, l'importance des œuvres, la foi dans la grandeur a disparu. Or, là où la foi n'existe plus, les institutions disparaissent à leur tour. La suppression de l'État est naturellement impliquée dans l'extinction du respect. L'œuvre de critique frondeuse à laquelle est soumise l'État s'exerce également contre toutes les institutions sociales. Le peuple ne croit plus, il ne croit absolument plus à l'origine sainte de la propriété privée, produite, nous disaient les économistes. On n'ose plus le répéter maintenant. Par le travail personnel des propriétaires, ils n'ignorent point que le labeur individuel ne crée jamais des millions ajoutés à des millions, et que ces enrichissements monstrueux est toujours la conséquence d'un faux état social, attribuant à l'un le produit du travail de milliers d'autres. Il respectera toujours le pain que le travailleur a durement gagné, la cabane qu'il a bâtie de ses mains, le jardin qu'il a planté, mais il perdra certainement le respect des 1000 propriétés fictives que représentent les papiers de toute espèce contenus dans les banques. Le jour viendra, je n'en doute point, où il reprendra tranquillement possession de tous les produits du labeur commun, mines et domaines, usines et châteaux, chemins de fer, navires et cargaisons, quand la multitude, cette multitude vile, par son ignorance et la lâcheté qui en est la conséquence fatale, aura cessé de mériter le qualificatif dont on l'insulta, quand elle saura, en toute certitude, que l'accaparement de cet immense avoir repose uniquement sur une fiction chirographique. Ça veut dire chirographie, ligne de la main. J'avais fait une petite note. Sur une fiction de ligne de la main. Sur la foi en des paperasses bleues, l'état social auquel serait bien menacé. En présence de cette évolution profonde, irrésistible, qui se fond dans toutes les cervelles humaines, combien niaises, combien dépourvues de sens paraîtront à nos descendants ces clameurs forcenées qu'on lance contre les novateurs. Qu'importe les mots orduriers, déversés par une presse obligée de payer ses subsides en bonne prose, qu'importe même les insultes honnêtement proférées contre nous par ces dévots saintes mais simples, qui portaient du bois au bûcher de Jean Hus, 1369-1405, à l'origine du protestantisme, donc Jean Hus. Et je crois que je vais m'arrêter là encore un coup, 13 minutes, 14 minutes, ouais c'est bon. Bon, je reprends la dernière partie très vite. Je voudrais simplement dédier cette lecture à mon ami Théo, qui est actuellement pas bien. Voilà, c'est pour toi Théo cette lecture. Je t'aime mon ami. Bats-toi. Merci, force et honneur.